Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Fermexpo, le salon régional de l'agriculture et de la gastronomie. Chers auditeurs, c'est aussi le sujet de cette émission spéciale. RCF au parc des Expos de Tours sur le stand de la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire pour mettre en lumière le territoire, nos agriculteurs, nos producteurs, avec nos différents invités qui vont se passer le micro, le relais pendant cette petite heure de radio pour nous parler de ce qui les anime au quotidien, eux qui nous font vivre aussi de leurs produits, du terroir, de leur production locale. Je suis aux côtés de Zoé Blutel. Bonjour Zoé, on va faire un petit tour brièvement des invités qui vont venir à notre stand. Bonjour Elric, bonjour à tous, c'est une joie d'être ici au Parc Expo pour cette belle émission. Alors on va avoir beaucoup de personnes très différentes, on va commencer avec des bons vivants, la confrérie des bons entonneurs rabelaisiens, et puis on aura un petit mot sur la Via Ligéria avec une personne qui a un gîte attesté Via Ligéria. On aura une fromagerie, la fromagerie Le Vazereau, les jeunes agriculteurs d'Indre-et-Loire qui seront représentés aussi, le domaine viticole de la Massonnière, évidemment on va parler vin puisqu'on parle de Chinon, 4C Drinks, le musée du Véron, Safran de Val, le syndicat des truffes, on reste dans les produits un peu d'exception, et puis on terminera avec la maison de l'abeille à Champigny-sur-Veude. Voilà. Et on va commencer cette émission avec Sophie Lagré de la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire qui nous accueille sur le stand. Elle est vice-présidente en charge de l'attractivité et du rayonnement du territoire du Chinonnais. Bonjour Sophie. Bonjour Elric, bonjour Zoé. Merci énormément d'avoir accepté de venir tourner, faire cette émission en direct sur notre stand. Il y a beaucoup de monde autour de nous. Et beaucoup de bruit, beaucoup d'ambiance, vous l'entendez chers auditeurs. En effet. Sophie, vous pouvez nous présenter ce territoire du Chinonnais, de la communauté de communes ? Et oui, le Chinonnais, mais on dit aussi la Rablaisie. La Rablaisie, c'est 19 communes, 25 000 habitants. Et là, on est vraiment sur la thématique de l'agriculture. On a plus de 500 producteurs exploitants sur la communauté de communes. Alors évidemment, la viticulture numéro 1, plus de 180 viticulteurs sur l'AOC Chinon et pas que. On a aussi d'autres viticulteurs qui ne sont pas forcément en AOC mais qui produisent aussi. On a plus de 130 producteurs de culture de céréales, de légumineuses. On a de l'élevage aussi, on a de la fabrication de bière. Donc on a vraiment une pluralité de producteurs exploitants qui donnent vraiment la richesse de notre territoire. Merci Sophie. On va commencer ce petit tour d'entretien avec toutes les associations, les structures, les entrepreneurs, les agriculteurs du Chinonnais avec la confrérie des entonneurs rabelaisiens avec Alain Rio et Dimitri Vincent. Alors, je passe le micro à Zoé pour les questions. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Bonjour. Alors tous ne vous voient pas, même s'il y en a qui nous regardent peut-être, mais vous avez un très bel habit tous les deux, vous êtes très bien habillés en rouge, on vous remarque de loin. Alors Alain Rio, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que cette confrérie des bons entonneurs rabelaisiens ? Qu'est-ce que vous y vivez ? Et en quelques mots, qu'est-ce que ça signifie d'être habillé comme ça ? Le but de la confrérie, c'est de représenter les vins de Chinon et également de perpétuer l'humanisme de François Rabelais, puisque c'est notre maître à tous. Donc voilà, on fait ces deux petites choses. Et alors comment on se retrouve à devenir aussi passionné par Rabelais ? Déjà, le vin, c'est un bon moyen déjà de passer des bons moments. Et puis, dans cette confrérie, il y a beaucoup de convivialité. Et donc, lors des chapitres, on donne du bonheur aux gens en leur faisant une superbe soirée et des intronisations dont ils, en général, se souviennent très très longtemps. Alors justement, je crois qu'on a Dimitri qui est là et qui est tout jeune entonneur. Ça fait combien de temps que vous êtes entonneur et comment ça se passe de l'intronisation justement ? Oui, effectivement, tout jeune, on va dire 6 mois. Voilà, c'est un rêve de petit garçon chinonnais de devenir entonneur rabelaisien. Donc voilà, chose faite. Après les activités, pour le moment, je suis les anciens, j'écoute les anciens et je m'adapte tout doucement au rôle de dignitaire rabelaisien, quoi. Est-ce qu'il y a eu une cérémonie spéciale pour votre intronisation ? Pas encore. L'Assemblée Générale est prochainement, donc il y aura certainement une petite cérémonie, je pense.
Comment ça se passe, une cérémonie concrètement? On va demander au président, Monsieur Rio. Alors, ça se passe en général en soirée pour 3 des grands chapitres. Le 4e se passe dans la journée, puisque c'est un dimanche. Les autres, c'est le samedi soir. Et donc, c'est une soirée qui débute à 19h et pendant laquelle on va avoir des intronisations, un repas plutôt gastronomique et puis diverses animations qui permettent de structurer la soirée. Voilà. Merci à vous deux pour ce petit entretien. Nous sommes en direct de Ferme Expo à Tours sur RCF. Elric et Zoé au micro. Après la confrérie des bons entonneurs rabelaisiens, eh bien, on va parler de la Via Ligeria avec Martine Rio, qui est l'épouse de monsieur que l'on vient de quitter au micro. Bonjour madame. Bonjour. Martine qui est donc aussi habillée, vous faites aussi partie de la confrérie. Voilà. Alors merci d'être avec nous. Donc vous avez un gîte qui est attesté Via Ligeria. C'est assez récent, je pense. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord expliquer peut-être ce qu'est la Via Ligeria pour ceux qui ne la connaissent pas? Oui, la Via Ligeria est une voie de pèlerinage qui part de la cathédrale Saint-Pierre de Nantes et qui va à la cathédrale Saint-Pierre de Rome. C'est une voie de pèlerinage, tout comme le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est le même principe. On fait quelques kilomètres tous les jours et on s'arrête. On fait des étapes régulières. Et voilà, donc c'est une voie qui est nouvelle, qui a été lancée il y a 5 ans par Anthony Grouard de Nantes et sa compagne Anne-Laure Timel. Et ça rejoint la Via Francigena. En fait, c'est une voie qui part de l'ouest et qui rejoint, en suivant la Loire, puis le Cher, puis le canal du Berry, qui rejoint la Via Francigena, qui elle descend de Canterbury, qui va à Rome. Et en passant par Besançon. En passant par Besançon, voilà. Alors pourquoi est-ce que vous avez voulu créer un gîte qui soit justement attesté Via Ligeria? Alors le gîte n'a rien à voir avec la Via Ligeria. Nous avons un gîte pour les touristes qui a reçu le label Tourisme et Handicap, mais c'est indépendant de la Via Ligeria. Nous accueillons les marcheurs de la Via Ligeria comme on accueillerait des amis qui font une pause chez nous le soir. Et d'ailleurs j'en profite parce pour cette Via Ligeria, tous les marcheurs ont besoin d'un hébergement. Chaque étape se fait entre 18 et 30 km pour les plus grands marcheurs. Et donc on est toujours en recherche d'accueillants qui pourraient accueillir ces marcheurs du côté de Saint-Benoît-la-Forêt, Villandry, Savonnières et plus loin, Verrette, Azé-sur-Cher, Bléré. Voilà, dans notre région, ce sont les villes qui font un peu défaut pour les accueillants. Eh ben, on entend votre appel, Martine. Est-ce que vous avez fait la Via Ligeria ou pas? Je suis en cours, donc je suis partie de Nantes. Je marche avec mes sœurs et donc nous avons fait Nantes-Celles-sur-Cher. Voilà. Bonne route. Je crois qu'on a une question de la communauté de communes avec Sophie. Oui, alors c'est une question et aussi une remarque par rapport à ce que Martine Rio vient de dire, c'est que la communauté de communes a inauguré il n'y a pas très longtemps justement la Via Ligeria qui passe par 4 communes de notre territoire, donc Saint-Germain-sur-Vienne, Camp-de-Saint-Martin, Chinon et Saint-Benoît-la-Forêt. Et donc le parcours traverse la communauté de communes. D'autres communautés de communes pourraient aussi être adhérents à la Via Ligeria pour justement rejoindre Nantes jusqu'à Besançon pour compléter. Et tous les renseignements qu'on pourrait avoir besoin sont faciles à trouver sur www.altpèlerine44 et Via Ligeria. Voilà, et sur ce site, on vous donnera tous les renseignements. Si vous voulez être partenaire, si vous voulez être accueillant, si vous voulez partir marcher. Par exemple, cette année, on a eu 500 marcheurs qui sont partis de Nantes. Et chaque année, la quantité de marcheurs pèlerins augmente. Et voilà, donc c'est une voie qui a beaucoup de vision à long terme. Qui a de l'avenir. Eh bien, merci beaucoup, Martine Rio. Émission spéciale sur RCF. Très bonne ambiance, vous l'entendez, amis auditeurs, tout le week-end c'est Ferme Expo au Parc des Expos de Tours, au Salon de l'Agriculture et de la Gastronomie. RCF est présente sur le stand de la communauté de communes Chinon-Vienne-Val-de-Loire. Et maintenant on va parler de fromage, on adore le fromage avec Zoé, ça tombe bien. Oui, puisqu'on est dans le Chinonnais, on va parler fromage évidemment. Alors Gatien Laureau, merci d'être avec nous pour en parler.
Votre micro n'était pas allumé, merci beaucoup. Merci, bonjour. Alors vous êtes de la fromagerie Le Vasereau qui est située à La Roche-Clermault, vraiment à 2 pas de Chinon. Vous êtes éleveur et producteur de chèvres. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette ferme, de combien vous êtes à produire et à élever en même temps ces chèvres? Alors Le Vasereau, c'est une ferme familiale, donc je suis la 4e génération. La ferme a fêté ses 65 ans l'an dernier. On est spécialisé vraiment dans l'élevage de chèvres et la transformation fromagère. Donc on a 2 sites, un à La Roche-Clermault et un à Ciney qui est juste à côté. On accueille du public, on fait ferme pédagogique et nos fermes sont en agriculture biologique. Pour faire tourner tout ça, on est à peu près une 12aine sur l'ensemble, répartis sur les différents secteurs, l'élevage, la transformation, la commercialisation. Derrière. De devoir gérer justement tout le cycle de l'élevage jusqu'à la transformation et la commercialisation, est-ce que c'est pas compliqué, fatigant? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors déjà sur le cycle, nous on va déjà travailler l'alimentation des chèvres. Donc on a nos champs, on va faire nos cultures, nos rotations, donc nos cultures de foin, cultures de céréales qui vont servir à l'alimentation des chèvres. Ensuite, on a tout le cycle de l'élevage, donc le cycle de l'élevage de la naissance de la chevrette, l'élevage de la chevrette, sa production laitière. Après, nous, on travaille en lactation longue, ça veut dire que nos chèvres, une fois qu'elles ont donné un chevreau, peuvent produire du lait pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans pour certaines. Donc on a tout ce cycle-là qu'on va gérer en fonction de chaque animal. Et après, oui, c'est tout le lait qu'on transforme, on transforme tout en totalité. Et là, comme on est sur des produits fermiers au lait cru, c'est vraiment changeant de jour au jour. Faut savoir s'adapter à la qualité du lait, à l'animal. Et donc là aussi, on travaille encore un savoir-faire et on le transforme, notamment Sainte-Maure-de-Touraine, donc l'appellation qu'on va commercialiser un petit peu partout en France. Et donc cette question du lait cru, on voit que parfois pour l'appellation Sainte-Maure-de-Touraine, c'est une crainte de se dire toutes les avancées permettent de voir que dans le lait cru, il y a parfois de plus en plus de bactéries, de choses mauvaises. Vous avez peur par rapport à ça, par rapport à l'avenir où tout le monde se méfie de plus en plus? Alors moi je trouve ça impressionnant. Je compare quand même pas mal le lait cru à une forêt. Qui aujourd'hui se dirait qu'il faudrait raser la forêt amazonienne? Parce que quand on mange un produit lait cru, c'est un produit qui est riche d'une flore qu'on n'arrive même pas à dénombrer tellement qu'elle est riche derrière et qu'elle nous apporte beaucoup de choses. Aujourd'hui, qui dirait on va raser la forêt amazonienne pour planter une palmeraie, qui sera l'exemple du produit pasteurisé où on importe la flore qu'on voudrait. Donc aujourd'hui, on commence à dire qu'il faut nourrir les jeunes, même parce que certaines personnes sont à risque. Mais oui, c'est normal, tout le monde n'est pas égalitaire et ça c'est dommage. Mais se priver d'une richesse qui nous rend plus forts dès le plus jeune âge, au profit de choses qui sont standardisées derrière, pauvres en goût, je veux dire, c'est pas cohérent. Dire qu'on fait un produit local pasteurisé, on perd toute sa notoriété et tout ce qui est intéressant derrière. Donc les personnes qui veulent détruire le lait cru, qui veulent limiter les consommations de lait cru, même dès les plus jeunes, c'est des gens qui sont pas pros pour défendre les produits locaux, qui sont pas pros pour la santé par le bien manger. Ils sont incohérents dessus. Gatien, quand vous êtes ferme pédagogique, quand vous recevez des familles ou des enfants dans les écoles, vous leur expliquez ça? C'est important. Alors déjà, on est ferme pédagogique. La première chose qu'on doit montrer aux gens, c'est comment fonctionne une ferme actuelle. Nous, les personnes qui viennent à la ferme, ils peuvent voir, la reproduction du bouc, une mise bas, derrière, sans que rien soit caché. Ça veut dire que s'il y a une mise bas difficile, comme ça peut arriver chez les humains, des naissances difficiles, les gens le voient. Donc on essaye d'isoler et de leur expliquer ce qui se passe, parce que dans une ferme, c'est la vie, c'est la vraie vie, et c'est pas tout rose, c'est pas tout beau, c'est derrière. Donc nous, on est là pour montrer la transparence et expliquer au maximum ce qu'on fait, sans tabou, mais avec beaucoup de pédagogie. On n'a pas parlé de la gamme de fromages que vous proposez. Alors c'est du chèvre, mais oui. Alors avec le chèvre, on peut faire vraiment plein de choses. Donc la tome de chèvre, je connaissais, mais je savais pas qu'on pouvait faire de la raclette, par exemple, avec du chèvre. Alors c'est du lait. Donc à partir de là, dès qu'on a une qualité de lait, on fait ce qu'on veut. Je veux dire, plus le lait de qualité, plus les idées sont ouvertes. On va faire du yaourt, on va faire du bleu de chèvre, on va faire du chinonais. Donc tout ça, c'est des recettes différentes. Et là, c'est vraiment le savoir-faire du fromager, savoir la curiosité, vouloir progresser dans les différentes recettes. Et c'est comme ça qu'on travaille. De toute façon, c'est de l'innovation constante pour essayer d'offrir un choix le plus varié et faire découvrir vraiment le goût des produits qui correspondent à notre ferme. On ne fait pas les mêmes choses que d'autres fermes.
faire éduquer les personnes par le goût, par rapport à nos caractéristiques, par rapport à la ferme. C'est ce qui est un produit local, quoi. Bon, en tout cas, pour ceux qui ont commencé la saison de la raclette, on peut aller à la fromagerie Le Vazereau à La Roche-Clermault pour trouver de la raclette de chèvre. Merci beaucoup, Gatien. Merci à vous. Merci. Et puis on va rester avec un agriculteur, le président des jeunes agriculteurs de Touraine, qui a aussi son exploitation dans le Chinonnais, sur Chinon, Xavier Maupoint. Bonjour. Bonjour. Désolé. Bonjour Xavier. Alors vous exploitez quoi exactement à Chinon? Expliquez-nous. Moi, je vais cultiver entre guillemets des cultures standards, donc du blé, du tournesol, du colza, du maïs. Et puis après, je vais faire des cultures un peu différentes qui sortent un peu du lot, comme du quinoa, du chia, et puis aussi des lentilles et du pois chiche qu'on commence à avoir un peu plus sur notre région. Et donc pourquoi est-ce que vous êtes vous faites autant de cultures différentes? C'est vraiment un choix qui était nécessaire pour vous ou pas? C'était vraiment un désir? En fait, comme j'ai une petite structure, au début j'étais double actif, donc le fait de diversifier, ça me répartissait le travail sur l'année. Et puis j'ai arrêté cette double activité, j'ai fait de la vente directe. Donc ça m'a donné un pied à l'étrier pour avoir des produits différents à produire à fournir au client final, quoi. Alors vous êtes aussi le président des jeunes agriculteurs d'Indre-et-Loire. Qui concrètement adhère aux jeunes agriculteurs? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce syndicat? C'est des jeunes, alors des jeunes non installés, parce que notre cœur de métier chez les jeunes agriculteurs, c'est l'installation. Donc on va être des étudiants, des salariés, et le but c'est de les aider et les guider pour l'installation et défendre le métier aussi dans sa globalité. Mais c'est vraiment d'aider les jeunes à suivre, à avoir une bonne installation correcte, que ça soit au niveau juridique, au niveau financier aussi, expliquer et faire comprendre qu'il faut vivre de son métier. Donc bien expliquer la chose aux jeunes, quoi. Aujourd'hui, pour vous, c'est quoi le plus gros enjeu au niveau de l'installation des jeunes? Le plus gros enjeu, là, à l'heure actuelle, avec toutes les infos, on parle beaucoup, comme le Mercosur, tout ça, c'est vraiment la rentabilité de l'exploitation. Si demain, un jeune, il n'y a pas d'intérêt de s'installer pour le plaisir, même si on a la passion du travail, faut quand même gagner sa vie, seul ou en couple, avec des enfants, faut faire vivre le foyer, donc faut être rémunéré. Donc c'est vraiment le but, c'est d'avoir des sociétés viables. Et on voit là, les exploitations, les exploitants, plus de la moitié ont plus de 55 ans, donc on va avoir un gros renouvellement à faire et va y avoir des exploitations à reprendre. Après, faut qu'elles soient viables. Sophie Lagré, qui est vice-présidente de la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire, en charge de l'attractivité du territoire. Comment les élus aident aujourd'hui sur leur territoire les agriculteurs à se développer? Quel coup de main vous donnez concrètement? Alors on a mis en place un projet de territoire il y a maintenant 5 ans, un projet de territoire sur 12 ans, et un des axes de ce projet de territoire est l'accompagnement dans le développement de ceux qui sont déjà installés en agriculture et autres, mais aussi justement à l'installation. Et donc on a toute une équipe qui travaille à la communauté de communes pour justement être à l'écoute, évidemment, parce que c'est important, même si on ne remplace pas les chambres de l'agriculture ou les jeunes, toute la partie jeunes agriculteurs dont Xavier Maupoint est le référent, mais on a une complémentarité à apporter, notamment sur l'implantation du territoire. Et c'est vrai qu'on est, évidemment, on est très chauvin en Rablésie, vous nous connaissez. C'est normal, on est chauvin où qu'on habite. Mais oui, mais on sait quand même que le produit, il n'a pas de frontières. Et ce qui est important, c'est qu'un producteur qui s'installe, il puisse rayonner sur notre territoire, mais aussi sur l'ensemble des territoires. Je voulais remercier Xavier pour son implication et dire aussi qu'il est tous les jeudis sur le marché de Chinon. Et donc, on peut aussi goûter tout ce qu'il produit à Chinon le jeudi. Merci à vous, Xavier. Merci, Sophie. Émission spéciale sur RCF. RCF en direct du Salon de l'Agriculture de Touraine, Ferme Expo. Vous pouvez visiter Ferme Expo, Parc des Expos de Tours, tout le week-end, sur le stand notamment de la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire. RCF est bien installé
Nous avons un nouvel invité au micro, Zoé. Et oui, Cyril Delalande est avec nous. Il vient du domaine viticole de la Massonnière à Huim. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Alors vous n'arrivez pas les mains vides? Non, j'arrive avec un petit peu la nouveauté chez nous. Alors moi je suis vigneron à Huim. Deux vins à déguster à l'aveugle. Alors j'ai 40 hectares de vignes en rouge et rosé principalement. Et on a fait une petite nouveauté parce qu'on joue toujours sur la rivalité entre le nord et le sud de la Loire. Et notamment avec nos collègues de Bourgueil, on est toujours un petit peu piquants les uns envers les autres, mais c'est tout amical. Et on a fait un coffret de dégustation à l'aveugle avec un collègue de Bourgueil. Et ça permet d'avoir quelque chose de ludique et à offrir pour Noël. Alors c'est lequel le meilleur entre les deux, Bourgueil ou Chinon? Ça dépend des goûts. Ouais, on va rester correct, mais c'est bien sûr Chinon. Mais... Donc le principe c'est quoi? On a deux bouteilles, on voit pas l'étiquette? Alors c'est pas très radiophonique, mais il y a deux bouteilles qui sont... On a un carton, je décris, avec deux bouteilles à l'intérieur. Elles sont étiquetées neutres. Et quand on a fini la dégustation, on décolle l'étiquette. Oui. Et vous découvrez le domaine. Et vous voyez que j'ai pas été chauvin, j'ai découvert le Bourgueil. Oui, c'est bien. Félicitations. C'est un bel effort. Oui, c'est une très bonne idée de cadeau de Noël, je pense. On essaye d'avoir un peu d'innovation dans nos métiers traditionnels. Alors, donc vous nous avez parlé un peu de votre domaine, effectivement. Alors moi, j'avais une question un peu plus générale d'abord, mais il paraît que les Français boivent de moins en moins d'alcool. Est-ce que vous le ressentez à votre niveau ou pas à la vente? On va pas dire que non, oui, forcément. Par contre, ils vont plus choisir qualitativement et un relationnel producteur, des explications, et d'où l'intérêt d'être présent. Moi, je suis présent sur un stand sur Ferme Expo. Ça permet aussi d'expliquer comment on produit, pourquoi on fait comme ci, pourquoi on fait comme ça. Et ils vont plus sélectionner. Après, moi, je crois encore à l'avenir de la viticulture, et notamment en Loire, où on a des vins sur la fraîcheur, faciles à boire, où on est dans le goût du moment, en fait. Donc, il y a plus de difficultés dans le sud de la France. On ne l'ignore pas, mais on se bat pour continuer chez nous. Et alors justement, chez vous, dans votre domaine à la Massonnière, qu'est-ce qui est important comment est-ce que vous cultivez? Qu'est-ce qui est important pour vous dans la culture viticole à respecter? Alors, nous déjà, il y a les aléas climatiques, c'est un vrai problème pour nous. On a fait le choix d'être très morcelés. Donc on a des vignes de Cravant-les-Coteaux jusqu'à Savigny, sur toutes les communes plutôt de l'ouest appellation. Donc ça permet de se prémunir des problèmes climatiques grêle, gel. Et puis après, on essaye de travailler les sols pour vraiment exploiter le meilleur du terroir entre les sables d'alluvion, les graviers de milieu de pente et les coteaux calcaires. Et ça permet aussi d'avoir une gamme assez large. Et quand on a un client qui arrive sur notre stand, on peut facilement lui trouver le vin qui lui convient parfaitement. Donc on a notre atout qui était un inconvénient dans le passé du morcellement, et pour moi un gros avantage. Est-ce que vous sentez que le Chinon est un vin apprécié par les Français? Ouais, je pense qu'on a une appellation qui marche bien, qui a une grosse histoire. On a des choses à vendre, Jeanne d'Arc, Rabelais, tout un tas de choses. La ville est belle, hein. On a une élue à côté, donc elle ne va pas me dire le contraire. Et on a une très belle ville, et à chaque fois qu'on vend du vin, on vend aussi un bout de notre histoire. Et, toutes les appellations n'ont pas la chance d'avoir celle-là, quoi. Alors sans aucun chauvinisme, parce que ni Zoé ni moi-même habitons à Chinon, mais on trouve que la ville est magnifique. C'est vrai. Alors il y a une question qui c'est toujours difficile de répondre à cette question, évidemment, au stade où on en est, mais est-ce que vous êtes optimiste pour le vin de l'année à venir, les vendanges que vous avez faites là cette année? Alors, il est encore peut-être un petit peu tôt pour dévoiler complètement le 2025, mais après 2 millésimes un peu plus compliqués, notamment en termes de météo au printemps, avec une pression maladie qui nous ont mis beaucoup à l'épreuve. Alors des qualités qui sont restées très correctes en 23 et en 24, des millésimes très ligériens, très gourmands. Là, on revient sur quelque chose d'un peu plus charnu, un peu plus corsé. C'est vraiment un millésime de vigneron, des vins qu'on va pouvoir mettre en cave. On a un millésime qui est exceptionnel. Moi, je vinifie depuis 2006. Je pense que c'est dans mon top 2-3, quoi. Ouais. C'est vraiment un très très beau millésime. Avec de la charpente, mais pas trop, parce que les consommateurs ne veulent pas des vins trop alcooleux, mais beaucoup de fraîcheur et d'équilibre. Donc ça, c'est super.
Bah, vous nous mettez l'eau à la bouche, hein. Vous en avez dit plus que ce qu'on pensait. Il faudra attendre un petit peu pour le déguster. Évidemment. Très bien, on reviendra. On ira vous voir avec Zoé et RCF et puis Sophie Lagré, toute l'équipe dans le domaine. Merci à vous pour ce petit entretien. Avec plaisir. À Ferme Expo à Tours pour RCF. On vous souhaite un bon week-end d'exposition. Merci, bonne continuation. Merci à vous. Alors, on a un petit changement de programme, Zoé, dans la chronologie qu'on s'était donnée. On va accueillir tout de suite, on va parler de safran sur RCF. Non, de truffes. De truffes, pardon. Ça reste un produit d'exception, mais... Tout à fait. Je me suis même emmêlé les pinceaux. Ouais. C'est ça quand on change le programme à la dernière minute. Alors, on a donc devant nous Serge de Sazard. Bonjour et merci. Ah non, toujours pas, on s'est trompé. Jérôme l'Espagnol. Merci Jérôme d'être avec nous. Donc, on va parler de truffes, c'est ça ? Merci. Donc, vous êtes du syndicat des truffes de Touraine ? Oui, je suis le président de l'association des trufficulteurs de Touraine. Alors, ça fait combien de temps que la truffe est implantée ici dans le territoire tourangeau ? Il y a toujours été. Dans les années 1900, il se produisait 20 tonnes de truffes dans le Richelet, Loudun, Richelieu. Aujourd'hui, on va dire que la relance de la trufficulture en Indre-et-Loire, elle a 45 ans. Le marché de Marigny-Marmande, on a fêté les 30 ans l'an dernier. Et alors vous avez une production de truffes chez vous ? Oui, j'ai une production de truffes chez moi. Moi, je suis céréalier, j'ai 170 hectares de céréales et 15 hectares de chênes truffiers. Ça fait longtemps que vous voulez vous lancer dans la truffe ? Moi, je suis né dedans. J'ai la chance de ramasser des truffes depuis que je suis enfant. C'est mes grands-parents qui ramassaient des truffes encore à l'état naturel et qui ont lancé la trufficulture en Indre-et-Loire avec la famille Monnier, à Marigny-Marmande. Alors comment ça se passe au niveau de la production, enfin surtout au niveau de la récolte ? Vous, c'est un chien ou des chiens qui vont chercher les truffes ou des cochons Le cochon, ça reste le folklore. Aujourd'hui, on a tous des chiens, enfin tous les gens qui ramassent des truffes ont des chiens. Et après, aujourd'hui, on a des gens qui n'ont pas des grandes surfaces, qui font appel à d'autres pour aller caver chez eux et ramasser la truffe. Et au niveau de la vente, qui sont les personnes à qui vous vendez la truffe ? Est-ce que vous les vendez La vente, on a donc sur le département, on a 11 marchés contrôlés, c'est-à-dire 11 marchés où l'association des trufficulteurs est partenaire et où les trufficulteurs, on a des binômes de contrôleurs qui contrôlent les truffes pour garantir la qualité du produit et de l'espèce aux consommateurs. Et après, chacun a ses petits marchés à droite, à gauche. Et après, il y a des négociants à qui on peut vendre des truffes. Alors, qu'est-ce qui explique le caractère qui est aussi précieux de la truffe, alors qu'autrefois, il y a eu tout un temps où c'était la nourriture destinée aux personnes les plus pauvres. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de précieux. Il faut être assez riche pour en acheter. Enfin, qu'est-ce qui explique ce caractère-là ? Ça ne coûte pas plus cher d'acheter une truffe que d'acheter une bonne bouteille de vin. Aujourd'hui, avec 20 grammes de truffes, même si vous en avez pour 20 €, vous mangez à 6 dessus, ça ne vous coûtera pas plus cher que si vous achetez une bonne bouteille de vin à 20 € pour 6 personnes. C'est le prix au kilo qui est très cher, on est d'accord. Le message est passé, on peut boire un bon vin. Mais ça ne coûte pas plus cher que de boire une bonne bouteille de truffe. vin, se faire plaisir avec une truffe. Et ça reste quand même un aliment d'exception, enfin ça reste un produit festif. Les gens le prennent souvent pour Noël et les fêtes de fin d'année, alors que je dirais que qualitativement, c'est après les fêtes qu'elle est le meilleur. On vous a entendu là. On vous a entendu. Très bien, on retient. Justement, la saison de la truffe, donc ça, c'est vraiment là, ça commence bientôt. On va commencer incessamment sous peu. Et jusqu'à quand ça s'étend ? J'ai fin février, mi-mars, ça dépend des années. Je dirais qu'entre le 15 et chez nous, ça s'arrête souvent entre le 15 février et le 15 mars. Selon les truffières, selon les productions, selon ce qui s'est passé dans la saison. Et alors, il faut peut-être casser un mythe. Toutes les choses qui sont à la truffe sont souvent pas vraiment à la truffe. C'est vraiment comment dire, quelque chose d'alimentaire. Enfin, j'ai oublié le mot. C'est pas de la vraie truffe, quoi. Souvent, il y a vraiment une différence. Le problème que de l'on goût rencontre, c'est les huiles truffées aromées, enfin les huiles truffées qui sont à l'arôme. Et en fait, un arôme naturel en truffe, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, c'est de l'arôme artificiel. Et c'est ça le vrai problème. Et aujourd'hui, un plat truffé, doit y avoir de la truffe dedans. Et comment est-ce qu'on peut voir la différence justement quand on achète une huile et qu'on veut qu'elle soit vraiment truffée, ou est-ce qu'on peut le voir ? Peut-être qu'on ne le voit pas. Déjà, si vous voyez une huile truffée, il n'y a pas de truffe dedans. Ça, c'est automatique, c'est de l'arôme. Alors, il est artificiel. La truffe, c'est une matière. Voilà. Et quand vous avez goûté une vraie truffe, vous savez que ça n'a pas du tout le même goût que l'arôme artificiel. Très bien, merci beaucoup d'avoir parlé de la truffe avec nous. Alors après la truffe, on va parler de boissons avec 4C Drinks à Chinon avec Nathalie Le Chevalier.
Bonjour Nathalie. Bonjour à vous, merci de votre accueil. Je vous laisse entre les mains de Zoé. Merci Nathalie d'être avec nous sur ce plateau. Alors vous représentez, vous, KC Drinks. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette Absolument. entreprise ? Nous sommes une petite fabrique familiale implantée à Chinon qui propose des boissons aromatisées avec des plantes. C'est notre signature. Et donc, on propose plusieurs gammes. Nous avons une gamme de jus aromatisés, sans sucre ajouté, où on travaille au maximum avec des producteurs locaux. On a également une gamme d'apéritifs à base de vin, où là, on s'inspire de la tradition des vins de noix, vins d'épines, tels que ça se faisait classiquement dans le Val-de-Noire, dans les familles. Et à chaque fois, notre propos, c'est de travailler avec les plantes. Alors, on a des choses classiques, mais on a des choses un petit peu originales. Ça aussi, c'est notre deuxième signature. On aime bien les choses qui changent et se servir des plantes pour donner des goûts nouveaux et qui ravissent un petit peu les papilles des gourmets. Alors justement, vous avez amené une bouteille avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi elle est ? C'est un jus ? Alors, cette bouteille, on en est très fiers parce que c'est la bouteille avec laquelle nous concourons au Trophée des territoires, dans la catégorie produits innovants. Et donc, c'est un jus de pomme bio, local, produit par Luc Rivry à la Chapelle-Auneau. Et un œillet très spécifique. Attention, l'œillet d'Inde est une plante toxique. Alors, oui, donc on fait attention à ce qu'on fait, évidemment. Ici, vous avez une tagette lémonie, qui est une tagette très spécifique, qui a la caractéristique de donner une saveur fruit de la passion, des notes de fruits exotiques. Et ça fait partie de la magie des plantes, qui peuvent vous donner des saveurs de fruits qui ne sont pas dans la boisson. Alors on a quelques recettes comme ça un petit peu particulières dont on est plutôt fiers. Alors, et pas de sucre ajouté. Les œillets sont cultivés par de jeunes maraîchers installés à Savigny-en-Véron. Le jardin des Brumes avec Julien et Aurélie. Aurélie qui est elle aussi passionnée de plantes. Donc là, on a trouvé un partenariat de qualité dans notre œuvre de créatif sur des nouvelles propositions. Vous avez également, on travaille avec de l'eau de source. Donc c'est bien un jus qui est dilué par une infusion de plantes. Et cette infusion est faite dans une eau de source locale à nouveau, départementale, la source Saint-Hippolyte, qui est dans le 37. Alors on va reparler de cette bouteille juste après, mais avant je voudrais qu'on parle de comment vous avez créé vos mélanges, parce que je crois qu'il y a de nombreux proches qui ont dû les goûter pendant plusieurs années. Ça a pu être compliqué pour certains. En fait, ça a été un processus. Nous, on est aussi des bébés du confinement, du Covid, parce que quand vous avez du temps et qu'on a une nature un peu créative, il faut bien le dire que, il se passe des choses. Et il se trouve que notre premier métier, il était en lien, alors mon mari est toujours en lien avec l'agriculture puisqu'il travaille dans un laboratoire d'analyse agricole et environnementale, mais moi dans une première partie de vie, je m'occupais d'expérimentation viticole dans le Bordelais. Donc comment on met au point une recette par expérimentation successive, ça va, on sait encore faire, quoi. Voilà, on a oublié plein de choses mais pas ça. Et donc, quelque part, ce confinement nous a amené à revenir à nos premières, en tout cas moi, mes premières amours qui sont liées à la vigne, au vin, mais au cidre aussi, puisqu'on est d'origine normande. Et comme on dit chez nous, le normand est jamais loin de la pomme jamais loin du normand. Donc, il y a des pommes dans la région, il a fallu qu'on travaille, on n'a pas pu s'empêcher, on a travaillé avec les pommes locales. Sauf qu'effectivement, les pommes locales sont des pommes de table. Donc des pommes à croquer. Donc vous avez du sucre, de l'acide, mais vous n'avez point de variété de pommes amères. D'où l'idée de se servir du houblon, qui est quand même une plante qui pousse un peu partout, qui fait partie des simples aussi. Alors les simples, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les plantes aromatiques médiévales et qui étaient déjà répertoriées, XIIe siècle, voilà. Et on s'est vraiment inspiré librement de toute cette proposition, cette classification de plantes pour élaborer des boissons un peu originales. Donc, faut savoir que dans la gamme des jus aromatisés, on propose 12 références, en 2 conditionnements. Dans la gamme des donc là, on est sur pas d'alcool, parce qu'il y a une demande croissante de boissons sans alcool, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pas parce qu'on habite Chinon qu'on oublie les boissons sans alcool.
Et également, vous avez une deuxième catégorie qui est donc là on est sur pas de sucre, pas d'alcool. Propose également, c'était nos premiers essais, ce qu'on appelle des bulles de simple, qui sont des cidres, c'est de la pomme fermentée, mais des cidres qui ont le goût de bière. Et on propose également une bière qui a le goût de cidre. Vous comprenez que nous, on aime bien, on a toujours vécu à l'Ouest, on a forcément des idées originales. Et on sort des cadres habituels et conventionnels. Voilà, ce qui permet de découvrir de nouvelles choses. Et en apéritif, à base de vin, on a 9 références à vous proposer. 5 blancs, 4 blancs, 5 rouges, où à chaque fois on a un cépage, une plante, des apéritifs doux, sucrés, qu'on vous fera goûter volontiers si vous êtes là demain au stand de la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire. Alors Nathalie, je baisse le son du retour parce que l'émission n'est pas en direct, donc vous pouvez dire que vous êt lauréate du prix de l'innovation. Alors nous avons la fierté de vous annoncer que nous sommes lauréats du Trophée des territoires dans la catégorie produits innovants. Pour cette bouteille. Avec ce produit, absolument, le pommelier. Et on en est très fiers. Pour nous, on est une toute petite fabrique familiale et c'est vraiment une reconnaissance professionnelle qui nous fait chaud au cœur, qui nous donne la patate pour continuer et s'accrocher. Et, qui vous donne la pommelier, pas la patate. Le pommelier, pomme, pas patate, absolument. Et tout ça pour avoir la banane, évidemment. Donc, juste vous dire que pour les gens qui souhaiteraient soutenir notre action de développement de notre petite fabrique artisanale, on a mis en place un fonds de participatif de subvention par la plateforme Mimosa, donc qui est en ligne actuellement, et donc on espère pouvoir sensibiliser un maximum de gens pour s'ils souhaitent et s'ils sont sensibles aux circuits courts, aux produits locaux, et aux petits producteurs, aux petits fabricants, et bien voilà, qui puissent nous soutenir. Merci. Merci Nathalie, bravo. On a la joie de pouvoir vous dire bravo du coup en direct presque. Merci beaucoup. RCF, votre radio d'information et de culture en Touraine. Zoé, maintenant nous allons parler d'une jolie fleur dont le pistil, je crois, mais madame va nous expliquer, produit le safran. Et oui, le safran, on va parler des safraniers de Touraine avec Valérie Reynaud qui est avec nous. Merci beaucoup Valérie d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors Valérie, vous cultivez le safran dans le sud Touraine, à la Tour Saint-Gelin. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'il faut comme conditions climatiques pour le safran? Et donc visiblement, celles qui sont à Chinon, les conditions chinonnaises sont plutôt bonnes. C'est vrai? Absolument, oui c'est vrai. Alors, je suis productrice donc depuis 15 ans sur une ferme céréalière et je choisis de diversifier en production de safran. Les conditions sont idéales dans le Chinonnais. Moi, j'habite dans le sud du Chinonnais, près de Richelieu, parce que nous avons des terrains argilo-calcaires. Il faut savoir que le safran, c'est le pistil d'une fleur extraite d'un crocus. D'accord ? Donc un bulbe. Et ce bulbe se plaît très bien en terrain argilo-calcaire, drainant. Voilà. Et aussi, nous avons jusqu'à maintenant des conditions climatiques idéales, puisque c'est une fleur qui sort principalement en octobre, donc à partir d'une chute des températures. Donc ce qu'on a en Sud-Touraine. Ce qui s'est passé là en octobre, tout s'est bien passé? Ah oui, vraiment, une très belle récolte. Alors vous avez combien d'hectares de safranière? Alors on ne parle pas en hectares, on parle en art. Parce que c'est un travail exclusivement manuel. Donc moi j'ai un demi-hectare à peu près de safran. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les étapes de la culture du safran? Vous avez commencé, donc la fleur sort en octobre, et après qu'est-ce qui se passe? Alors, tous les matins, dès le lever du jour, on cueille la fleur en bouton. Donc, on se promène dans la parcelle tous les matins du mois d'octobre, dès le lever du jour. On ramasse la fleur en bouton et puis ensuite, on va s'installer en salle autour d'une table et on pratique l'émondage. L'émondage, c'est le fait de retirer le pistil uniquement de la fleur
de façon très délicate, en essayant d'avoir les 3 stigmates attachés entre eux. Voilà. Est-ce que c'est tout ce travail-là qui est vraiment délicat et compliqué entre guillemets à faire qui fait que le safran est autant un produit d'exception ? Oui, c'est un produit d'exception, en effet, parce qu'il demande énormément de main-d'œuvre. En fait, c'est beaucoup d'heures de travail pour réaliser 1 gramme de safran, par exemple. Donc là, sur un demi-hectare, vous êtes combien à vous en occuper ? Alors, ça varie en fonction de la floraison, qui n'est pas toujours stable, mais on est 4 personnes ou 5 à cueillir le matin, et on peut être 6, 7, 8 personnes à émonder toute la journée. Alors quand on cultive un aliment aussi prestigieux, est-ce qu'il n'y a pas des peurs de vol de culture ou de choses comme ça ? C'est un petit peu délicat de voler du safran. Vu toute la transformation manuelle qu'il y a à faire sur la fleur, bon, je pense qu'on n'en est encore pas là. En général, les safraniers ont leur parcelle quand même sous leur fenêtre. Est-ce que vous pourriez nous donner votre recette préférée au safran ? Alors, je vais donner une de mes recettes préférées. J'aime beaucoup la crème anglaise au safran. Vous savez, le safran, ça se marie aussi avec le sucré. Et une crème anglaise au safran, vous remplacez la vanille qu'on met habituellement par du safran. La petite précaution, c'est de laisser infuser le safran dans un petit peu de lait quelques heures avant de réaliser sa crème anglaise. De ce fait, les principes actifs du safran se libèrent et on mélange cette infusion avec sa crème anglaise légèrement refroidie. Mais c'est un délice. Accompagné d'un petit moelleux au chocolat, je vous dis pas. Oh là là, ça y est, on a ça nous faim. donne faim à cette heure-ci. C'est l'heure de manger en plus. Merci beaucoup Valérie Reynaud d'être venue parler de votre culture du safran chez nous. Donc vous êtes les safraniers de Touraine. Vous êtes installés à la Tour Saint-Gelin. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que, une petite dernière question quand même. Est-ce que les abeilles butinent le safran ? Alors les abeilles... Le spécialiste opine du chef, donc les oui. Les abeilles peuvent butiner le safran, bien sûr, mais ça ne dure pas puisqu'on cueille la fleur. Oui. Eh oui. Alors c'est une habile transition sur RCF, puisqu'effectivement on va s'entretenir maintenant avec la Maison de l'Abeille et son représentant Alain Pajard. Zoé, juste dire à nos auditeurs que nous sommes en direct de Ferme Expo, le salon de l'agriculture de Touraine et de la gastronomie, que vous pouvez visiter tout ce week-end à Tours. On est très bien installés ici. Alors Alain Pajard, merci d'être avec nous et bonjour. Merci de m'accueillir à Ferme Expo. Donc vous êtes à la Maison de l'Abeille à Champigny-sur-Veude. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce lieu, de son but ? Je crois que le principe, c'est vraiment de faire découvrir au monde le monde de l'abeille, c'est ça ? Oui, alors en fait, notre projet est pédagogique. C'est de faire connaître cette abeille, cet insecte qui pèse 0,1 gramme et qui est très très important pour l'homme. Einstein a dit que si l'abeille disparaissait, l'homme en resterait plus que 4 ans à vivre. Et donc en fait, on a créé cette maison de l'abeille qui est en fait une ancienne halle à marchandises le long de la voie verte Richelieu-Chinon ou Chinon-Richelieu. Et donc on a sauvé ce bâtiment qui datait de 1880 après 3000 heures de travail, de bénévolat, pour en faire une ruche à taille humaine. Voilà, donc le but c'est qu'on accueille en priorité les scolaires et les visiteurs et aussi les habitants de ce terroir, pour le territoire, pour faire comprendre que cet insecte est très très important. Donc quand on entre, on est vraiment dans une ruche à taille humaine. Comment est-ce que c'est représenté et qu'est-ce que vous expliquez finalement ? Alors donc d'abord c'est une entrée libre et gratuite qu'on ouvre 5 mois de l'année, gérée par 12 bénévoles qui ouvrent et qui ferment tous les jours. D'abord je tenais à les remercier. Et oui, en fait quand vous rentrez, vous avez des structures qui montent à 4,50 m. Et en fait ça représente des cadres avec des alvéoles et ça vous représente la vie de l'abeille, de sa naissance à sa mort. 80% de sa vie se passe à l'intérieur d'une ruche. Donc pour nous, c'est l'abeille, c'est un insecte qui pique et qui est sur une fleur. Ce n'est pas ça l'essentiel de l'abeille. C'est surtout cette vie très très importante au sein d'une ruche. Alors, c'est quoi le cycle de vie d'une abeille, Alain ? Alors le cycle de vie d'une abeille, d'abord c'est des messages qu'on fait passer auprès des enfants. C'est un insecte sociétal. On est tous de grands enfants, on a tous besoin de savoir. Voilà, et on a tous besoin de savoir, bien évidemment. Et en fait, le cycle de vie, une abeille, l'été, vit 45 jours. Et elle va faire 6 métiers différents
sans jamais aller à l'école. Ça interroge, hein? Ça remet beaucoup de choses en question. Ça fait rêver pour les institutrices, les professeurs, ça les angoisse. Les parents aussi. Mais voilà, on fait passer plein de messages à travers la vie de cet insecte. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail, sinon je monopolise pour 2 heures. Mais voilà, c'est très très intéressant et on arrive à captiver les enfants pendant près d'1 heure. Et vous, Alain, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes passionné des abeilles? Comment c'est arrivé? Alors d'abord, le mot est juste. Un apiculteur, c'est un passionné. Voilà, on oublie le mot rentabilité. Voilà, c'est d'abord une passion. On est éleveur et on est d'abord en contact avec la nature. C'est un animal semi-sauvage ou semi-domestique, ça dépend comment on l'entend. On vit, entre guillemets, on est un peu les hommes des bois. On est indépendant, on est responsable de nos animaux, on vit dehors. Et j'allais dire, on produit le nez à miel qui évidemment est une nourriture qui est nourriture des dieux, hein, sublimée par l'abeille. Là, c'est la fin de la saison, les abeilles vont hiberner, Alain. On en est où là? Même si c'est encore l'été de la Saint-Martin, on va arriver dans le froid la semaine prochaine, paraît-il. Alors oui, donc l'abeille vit au niveau de la saisonnalité, mais avec une saison d'avance. C'est-à-dire que là, depuis le mois d'août, elle prépare l'hiver. Au mois de février, quand nous on sera au ski, elle pensera déjà au printemps. À partir du mois de juillet, quand les jours commencent à raccourcir, elle pense à l'hiver. Autant vous dire que nous, on est en total déphasage. On se demande où est-ce qu'on va partir en vacances à la plage. Donc voilà. Donc il faut s'adapter au rythme de l'abeille. Et donc nous, notre maison de l'abeille, elle ferme le 30 septembre pour ouvrir le 1er mai. C'est l'abeille qui commande. Merci beaucoup Alain Pajard d'être venu parler des abeilles avec nous, avec un magnifique chapeau décoré d'abeilles. C'est super. La maison de l'abeille en Touraine. Merci Alain. Alors, dernière invitée, on va parler du musée du Véron, Zoé. Et oui, le musée du Véron, donc on va parler espace naturel sensible avec Marie Josselon. Bonjour Marie, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, c'est un musée un peu particulier, le musée du Véron, pour ceux qui ne sont jamais allés. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'il présente, le concept? Enfin, c'est vraiment un concept, c'est pas un musée comme on l'imagine tel quel. Oui, tout à fait. Le musée du Véron, c'est un musée d'anthropologie sociale et culturelle. Alors ça peut paraître très compliqué comme ça, mais finalement c'est très simple, puisque l'idée c'est de parler de l'histoire des humains à travers le monde et à travers les époques. Donc finalement on présente des objets qui sont issus de découvertes locales et aussi des objets très lointains. Et on fait dialoguer tout ça ensemble pour comprendre que les êtres humains, ils sont toujours un peu préoccupés par la même chose, c'est-à-dire ils ont la faculté de vivre tous ensemble, ils ont des mythologies qu'ils font vivre, ils ont une connexion importante avec leur environnement également. Et donc ça nous intéresse particulièrement puisqu'on est au cœur d'un espace naturel sensible au musée du Véron. Ça veut dire qu'on a 5 hectares de prairies qui sont reconnus pour l'intérêt de leur biodiversité. Et donc on préserve finalement au musée. Et donc c'est un territoire très particulier, hein. C'est le bocage du Véron, donc c'est un paysage qui est complètement créé par les activités des êtres humains pour les besoins de l'élevage depuis la préhistoire, le Moyen-Âge, pardon, pas la préhistoire, mais c'est bien depuis la préhistoire que l'agriculture existe et c'est aussi ce qu'on est venu présenter nous ici aujourd'hui à Fermexpo. C'est des activités pédagogiques qu'on fait vivre au musée toute l'année, qui sont à destination des scolaires et aussi bien sûr du grand public, avec plein de thématiques qu'on peut embrasser. Donc je vous ai parlé de préhistoire, ça peut être aussi de l'histoire plus largement et évidemment on peut parler de musique, d'astronomie, de sciences, vraiment de tous les sujets. Voilà. Et comment ça se présente à l'intérieur du musée? Qu'est-ce que vous présentez concrètement? Alors concrètement, cette année, on avait le penseur de Rodin qui nous était prêté par le musée Rodin en fait, donc on avait vraiment cette chance. Donc là, c'est la fin de saison pour nous, mais bien sûr, on réouvre en février avec d'autres œuvres. On travaille énormément avec les musées en région et aussi les musées nationaux qui nous prêtent chaque année des œuvres. Donc ça peut être le Centre Pompidou, le musée Rodin, le musée Picasso, donc qui nous prêtent des œuvres iconiques en fait qu'on fait venir en région, ce qui permet que la population ait vraiment aussi accès à ces grands noms en fait de l'art qu'on n'a pas forcément la chance de rencontrer tous les jours, et puis aussi de les ancrer dans un territoire qui est un territoire d'artistes.
puisque Max Ernst est un artiste qui a vécu pas très loin du musée en fait. On a parlé de ça aussi aujourd'hui avec les enfants qui sont venus pour parler paysage. On a parlé art aussi beaucoup, puisque les artistes sont des acteurs essentiels en fait pour nous au musée. Vous essayez vraiment de mêler l'art et les paysages ensemble et de montrer que l'homme est vraiment acteur des paysages. Au fond, c'est quoi le message que vous voulez faire passer aux visiteurs ? Le message à faire passer, c'est de se dire que en fait, le titre de notre exposition, c'est Faire monde. Donc c'est comment, c'est plus qu'un message, c'est même un questionnement en fait. Comment vivre aujourd'hui en interaction avec notre environnement, comment on envisage nos modes de vie d'aujourd'hui, puis aussi comment on va se projeter dans le futur. Et pour ça, on a besoin de connaître notre histoire en fait, et de comprendre comment on vit ici et aussi comment on vit ailleurs. Puisque notre message, c'est aussi de se dire que le progrès dans l'histoire des humains, il n'existe pas vraiment finalement. C'est qu'une histoire d'aller-retour et de constants échanges finalement entre les cultures. Et ce qui fait la richesse d'un paysage comme la richesse d'une culture, en fait, c'est le métissage, c'est la diversité. Et donc ça, c'est vraiment ça en fait qu'on veut porter. Alors là, la saison se termine bientôt, c'est ça, au musée ? La saison se termine dimanche en fait. Donc nous dimanche c'est Ferme Expo, mais on a aussi une proposition au musée pour clôturer la saison bien sûr, puisque toute l'année on propose plein de choses en fait pour tous les publics, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur de faire, c'est d'accueillir tout le monde au musée. Ça pour nous c'est vraiment très important. Et donc la réouverture ce sera quand ? Réouverture en février. Voilà. Très bien, merci beaucoup Marie Josselon d'avoir parlé du musée du Véron avec nous. Merci. Émission spéciale sur RCF. Bienvenue sur RCF si vous nous rejoignez. C'est la dernière ligne droite de cette émission sur le stand de la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire. Nous sommes avec aussi Sophie Lagré, qui est la vice-présidente en charge de l'attractivité et du rayonnement du territoire pour terminer ces 5 dernières minutes. Et puis on a aussi, on va finir avec un petit verre de vin. Je crois qu'on a un viticulteur qui est avec nous. Il est aussi élu à la communauté de communes, Sophie. Oui, tout à fait. On a le plaisir d'accueillir Vincent Nollet, qui est vice-président en charge des finances à la communauté de communes et qui, justement, on parlait du projet de territoire, a largement contribué aussi dans tous les ateliers à faire la promotion autant de la viticulture que des producteurs locaux. On en a accueilli grâce à vous, et merci encore tout l'après-midi là, pendant 1 heure, et nous tout l'après-midi, toute la journée, et tout ce week-end on en accueille. On a énormément, plus de 500 producteurs sur le territoire. Donc c'est pour nous une vraie force et à la fois une vraie joie d'avoir l'occasion de les faire rayonner et de les mettre en lumière. Voilà. Et je pense que Vincent, en qualité de viticulteur émérite, pourra nous parler aussi très très bien, même mieux que moi, de ce que sont les agriculteurs et de ce qu'apporte l'agriculture aussi sur notre territoire. Alors, la question est posée par Sophie. Vincent, je vous écoute. Oui, donc moi je vais surtout parler de l'appellation Chinon, nécessairement, car sur les 500 producteurs évoqués, il y en a environ 150 qui sont des producteurs de vin de Chinon. Donc principalement des vins rouges à base de Cabernet Franc, mais aussi des rosés et aussi un développement du blanc avec le Chenin qui est assez fort depuis une dizaine d'années. Donc des vins ligériens avec une souplesse et une fraîcheur appréciable, parce que c'est vrai que le vin est des fois maintenant dans les jeunes générations un peu moins apprécié, des fois par une lourdeur, un côté tannique, notamment les vins du Sud, mais c'est pas le cas de nos vins du Val-de-Loire. Et du coup c'est aussi un marqueur nous sur le territoire chinonnais, car une bonne soirée ou une bonne réunion se finit rarement sans son verre de vin pour discuter autour, et c'est un élément de convivialité pour notre territoire qui est essentiel. Et au niveau culturel, avec toute la Rablaisie, tout l'esprit rablaisien avec les entonneurs rablaisiens, c'est vraiment un marqueur du territoire qui est fédérateur, où les Chinonnais sont fiers de leur appellation et ont toujours plaisir à échanger autour d'un bon verre de Chine. Comment les viticulteurs, Vincent, s'adaptent-ils aux nouvelles demandes, aux nouvelles cultures, aux pratiques des jeunes qui boivent moins de vin que la génération précédente? Oui, alors le challenge pour nous, c'est de faire des vins de plus en plus sur le fruit, la légèreté, car c'est quand même la demande des gens. C'est vrai qu'historiquement, Chinon était un vin très réputé pour sa garde. Alors, il reste un vin de garde, mais pour être en adéquation à ce que veulent les jeunes consommateurs maintenant,
il faut trouver ce côté fruité et fraîcheur, alors qui n'est pas toujours évident avec le climat maintenant qui nous bénéficie avec de l'ensoleillement et de la chaleur supérieure à ce qu'on pouvait connaître les années précédentes. Mais du coup, il faut qu'on profite de ces belles maturités pour arriver à faire des vins sur le fruit. Ça demande un petit peu plus de finesse dans les vinifications, mais c'est quelque chose qui évolue dans le vignoble. Et la grande évolution aussi dans la culture du vignoble, c'est que à peu près 9 exploitations sur 10 ont un label environnemental, à peu près la moitié en bio et l'autre moitié en haute valeur environnementale, donc avec une sensibilité à l'environnement qui est beaucoup plus forte dans les nouvelles générations. On voit beaucoup plus d'enherbement dans les vignes, on travaille sur des plantations de haies, donc il y a tout un volet aussi qui intéresse fortement la nouvelle génération et qui est en adéquation avec l'attente des citoyens autour de nous. Et donc c'est une évolution qu'a pris en marche l'appellation Chinon et qu'on continue à vouloir mettre en œuvre malgré le climat qui ne nous simplifie pas toujours la vie, mais c'est une vraie volonté de travailler en respectant le plus possible notre environnement qu'on aura à transmettre pour les générations futures. Merci Vincent pour ce petit entretien. Merci Sophie Lagré de nous avoir accueillis sur le stand de la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire. Sophie Lagré qui est vice-présidente en charge de l'attractivité et du rayonnement du territoire. Merci Sophie. Un grand merci Elric Huguet-du-Lorrain de RCF. Merci Zoé Blutel, vous avez été exceptionnel dans l'animation de notre stand aujourd'hui. Et évidemment, je ne peux que dire de venir nous voir tout ce week-end Hall B pour nous retrouver, stand B59. Et retrouver pour découvrir, nous avons 12 producteurs locaux qui vont se succéder pendant 3 jours. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver ce week-end au grand hall de l'exposition de Tours. Voilà, nous étions à Ferme Expo, le salon régional de l'agriculture et de la gastronomie au parc des expos de Tours. Merci Zoé, un dernier petit mot Zoé, parce qu'on ne vous a pas entendu pour la conclusion quand même. Alors, c'est pas le bon micro, hein, c'est ça ? Voilà, on m'entend, je crois. On a échangé les micros, les fils, je suis perdu dans mes boutons. C'était une joie d'être ici, de rencontrer toutes ces personnes, ces producteurs, ces artisans qui font partie du paysage chinonnais, qu'on a la chance de voir souvent. On le parcourt un peu avec notre voiture RCF, et c'est une joie de les voir tous rassemblés ici. Moi, j'invite vraiment les auditeurs à se rendre à Ferme Expo, parce que ça donne vraiment une vision vraiment globale, et puis on peut leur parler directement comme on vient de le faire là. Donc on vous invite à faire pareil, à venir pendant ce week-end à Ferme Expo. Voilà, et manger local. À bientôt, chers auditeurs.